Bonjour à toutes et à tous et nous nous retrouvons ici sur le plateau de FHP Direct ce mardi 17 mai. C'est une grande date, mardi 17 mai, c'est la fête des Pascal. Merci. Saluons les Pascal, tous les Pascal. 17 mai, nous nous retrouvons donc à Sontexpo, la cathédrale de l'hôpital public et des cliniques. Et nous recevons Thomas Mesnier. Bonjour, vous êtes député. Bonjour. Député LaREM de Charente, la ville d'Angoulême. C'est pas les Charentes-Maritimes, hein? Non, Faut pas surtout, confondre. non, on ne confond pas. C'est la Charente supérieure. Et on vous... Ah, Charente supérieure. Excellent. C'était en 1920, on apprenait ça dans les... Parfait. Nouveau mandat, nouvelle politique de santé. Je ne sais pas si on a mis un S, ces nouvelles politiques de santé. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou faut-il qu'il y en ait une? Mais qu'on sache réellement laquelle. Thomas Mesnier. Bah, on a, le président de la République a été réélu avec un projet assez clair, même si là, on peut regretter que la campagne n'ait pas permis d'aller au fond des choses sur un certain nombre de y compris les questions de santé. On a un tout petit problème technique. De micro. Notre réalisateur va régler tout cela. Ça fonctionne. Merci. Merci, Laline. Et donc oui, on peut mettre un S pour regarder justement dans toutes les facettes de la santé, à la fois dans le soin, à la fois dans la prévention, à la fois en termes de santé publique et de grands enjeux qui sont encore devant nous. Je pense notamment au vieillissement, à l'autonomie. Et donc ce sont tous ces enjeux-là que nous allons avoir à traiter dans les 5 ans qui viennent. Et est-ce que l'on a, selon vous, parlementaires, très engagés dans les politiques de santé auprès de ce gouvernement, enfin du gouvernement précédent, est-ce qu'on a une vision exacte de la situation qui existe aujourd'hui dans le système de santé? Quand on reçoit les gens, je pense que Lamine Garbi nous dira la même chose, on nous dit souvent le diagnostic est fait. Est-ce qu'il est vraiment fait? Parce qu'on sent quand même qu'il y a des attentes très fortes, voire des soucis réels qui s'expriment. Le diagnostic, il est fait, il est partagé, je crois qu'il est même assez consensuel depuis 2017, 2018, 2019. Alors, la crise est passée par là. Et on voit bien les difficultés qu'elle a engendrées, qu'elle a amplifiées d'ailleurs dans notre système de santé. On peut toujours se poser la question, ça et là, d'une mise à niveau du diagnostic, mais le diagnostic, il est là, il est partagé. D'ailleurs, les différents candidats à l'élection présidentielle le partageaient, même s'ils avaient des traitements parfois très divergents. Et donc maintenant, il nous appartient, devant ce diagnostic, devant les difficultés qu'on connaît, qui sont vraiment amplifiées avec la crise sanitaire que nous sommes en train de finir de traverser, en tout cas je l'espère, à projeter le système de santé dans le futur, non seulement sur les 5 ans qui viennent, mais à 10, 15, 20 ans, pour d'abord le conforter, le conserver, le conforter, et puis mieux prendre en charge la santé de nos concitoyens. On va y revenir dans le détail. Alors pourquoi faudrait-il dans ces conditions faire une conférence des partis, en tout cas essayer de faire partager par les parties prenantes, comme cela a été dit. Et d'ailleurs, nous avons reçu avec Lamine Garbi le sénateur Jomier, qui demande même une constituante. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Une constituante, je sais pas. Moi, je fais partie de ceux qui ont porté l'idée d'assises, de concertation, de consultation de la santé. Ce grand chantier tel qu'il a été présenté par le président de la République dans la campagne, c'est d'abord et avant tout un changement de méthode. Dans le premier quinquennat, on nous a parfois reproché d'aller trop vite, de peut-être pas assez concerter certaines réformes. Je crois pas qu'on puisse dire ça de Ma Santé 2022. Alors, je dis pas que tout a été parfait, hein, il faut savoir balayer devant sa porte, mais quand on a mis en place Ma Santé 2022, c'est intervenu après un certain nombre de missions, un certain nombre de concertations. On avait eu l'occasion de se rencontrer sur tout un tas de sujets pour vraiment construire la politique, le plan Ma Santé 2022. Il apparaît que de façon globale, on veut porter une nouvelle méthode, être plus dans la concertation et surtout, et c'est quelque chose qu'on a vu dans la gestion de la crise, s'approcher beaucoup plus de la réalité du terrain. Il y a trop souvent des choses qui arrivent d'en haut, dont on... Même si, moi, vous voyez, je suis député, mais avant d'être élu député, je suis médecin urgentiste à l'hôpital. Quand je porte une politique,
une idée, elle est éclairée par ma pratique, parce que je connais de l'hôpital, des établissements de santé, de la médecine de ville. Mais on a parfois l'impression que ça tombe d'en haut. Et donc l'idée, c'est de véritablement discuter, concerter au plus près du terrain, et puis peut-être de se dire que sur toutes les problématiques, on peut trouver un socle de réponses communs, avec des spécificités qu'on pourra adapter territoire par territoire pour donner une réponse, que ce soit à la permanence de soins, que ce soit sur des politiques de prévention, parce que les territoires ne sont pas les mêmes, les offres de soins ne sont pas les mêmes, les problématiques de santé des populations ne sont pas forcément strictement les mêmes. Je vais demander à Lamine Garbi sans doute de vous interroger sur, et je l'interroge également sur l'implication des professionnels de santé, comment les impliquer. Mais dites-moi, juste avant, si vous permettez, les urgences, ça va pas bien, visiblement. C'est la question me vient, je voulais la prendre un peu à la fin, mais puisque vous me dites que vous êtes urgentiste, ça tombe bien. C'est presque écrit sur mon front. Ouais, mais ça va pas bien du tout. Non, ça va pas bien du tout, mais c'était déjà le cas en 2019, au moment où Édouard Philippe... Mais on nous dit que c'est vraiment très difficile pour l'été. Mais c'était déjà très difficile. Vous savez, quand moi je m'engage en politique derrière Emmanuel Macron en 2016, c'est parce que je vis aux urgences, que je vois les difficultés, que je me dis que ma génération doit s'engager pour essayer de changer les choses. Il y a le plan Ma Santé 2022 qui s'attaque à la racine et qui veut viser une transformation du système de santé. Les effets ne sont pas aussi rapides qu'on aimerait le faire parce qu'il faut avant tout réorganiser la médecine de ville. Il y a cette crise des urgences en 2019. Édouard Philippe me nomme en mission. On commet le pacte de refondation des urgences avec le professeur Pierre Carly. Et alors qu'on est en train de commencer à le mettre en œuvre, arrive le Covid qui percute tout. Et on voit bien qu'après 2 ans de pandémie, les difficultés qu'on connaissait déjà sont un peu plus mises en avant, que les soignants sont, malgré leur engagement quotidien, épuisés de cette pandémie. Et donc les difficultés qui arrivent, qui arrivaient déjà il y a 2 ans, sont plus fortes. Il faut savoir y remédier. On a des problématiques très très importantes en termes de démographie médicale sur les urgentistes. Peut-être un peu plus avec la création du DES. On a de plus en plus la difficulté de l'intérim médical. On a de plus en plus la difficulté des professions paramédicales qui quittent les urgences dans un certain nombre de villes, d'établissements. Et donc c'est une problématique qu'il va nous falloir régler, qui va s'imposer d'ailleurs à nous, je pense, dès l'été. Lamine Garbi. Oui, sur les urgences, moi j'observe que même le secteur privé est touché. Certains de nos adhérents doivent fermer un soir, 2 soirs, 3 soirs de services d'urgence dans des grandes villes. Et ce qui n'était jamais arrivé. Pour moi, un agrément d'autorisation, c'est quelque chose à sanctuariser, à garder. Ben, on n'arrive pas. On n'arrive pas et on doit fermer un jour ou 2. Ce qui me choque aussi, c'est que ça devient banal. Ça devient banal. Ah, on n'a pas de médecin, on ferme ce soir. On appelle l'ARS, on appelle le 15. On n'est pas là ce soir. Donc c'est dangereux, parce qu'il y a quand même une difficulté de permanence des soins, de continuité des soins. On se connaît bien avec Thomas, on a beaucoup concerté. Ma Santé 2022, ça a été un beau programme. Le Ségur, ça fait maintenant 2 ans, ça fera 2 ans, le temps passe. Il a bâti 5 piliers. La constituante ou les parties prenantes, il faut que ça aille vite. Parce qu'il y a des réformes en cours, des urgences, soins de suite, de psychiatrie, des autorisations en général. Donc si on refait encore un point pendant des mois et des mois, le diagnostic on le connaît, les solutions on les connaît, il faut avancer. Il faut avancer, il faut simplifier. Et la première urgence, si je puis me permettre, Thomas, c'est l'inflation. L'inflation. 5% d'inflation, on a bâti un Ondam avec une inflation à 1,5 à peu près, des tarifs à 0,5 ou 0,7 cette année, on ne passera pas. On ne passera pas avec une inflation à 5%, plus la fonction publique qui va réévaluer son indice, c'est très bien. Mais et nous? J'en parlais avec mon homologue de la FEAP, et nous? Donc il faut vraiment qu'il y ait une loi rectificative dès cet été pour qu'on ait de l'oxygène. Il y a eu des surcoûts Covid, il y aura un surcoût inflation. Et ça, c'est important que vous puissiez l'entendre, parce qu'on va être en tension forte d'activité, parce qu'il y a une pénurie, vous le savez, et la pénurie engendre quoi? Engendre des coûts exorbitants d'intérim. Exorbitants. Des agences, d'une part, et après, d'autre part, ce qu'on appelle les mercenaires, qui arrivent chez nous aussi. Moi, j'en suis sur certains services d'urgence à 1 500 € la nuit, comme le public. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que de l'autre côté, vous avez des médecins qui travaillent à 5 000 – 6 000 € par mois. Et de l'autre côté, vous avez des intérims qui, en 3 nuits, font le salaire du mois. Donc ça induit une lassitude, ça induit une injustice. Et ce qui me choque, moi, aujourd'hui, c'est que tout le monde en a ras-le-bol.
Je ne me l'explique pas parce qu'on n'a jamais, vous n'avez jamais mis autant d'argent, je dirais, sur la santé ces 2 dernières années. Jamais. Que ce soit le Ségur social, investissement ou désendettement. Et malgré ce, je pense qu'il y a à faire, retrouver la confiance, le partage et le travail en commun. Sinon, ça va être compliqué les mois qui viennent. Je peux ? Oui, je crois que ça appelle effectivement votre avis. Oui. Non, mais je suis assez d'accord avec le propos et sur la nécessité de rebâtir de la confiance, retrouver le sens. C'est beaucoup ce que disent les soignants. Et c'est vrai que quand on a un médecin ou un paramédical, parce qu'il y a aussi de l'intérim de plus en plus dans le paramédical, qui en 2-3 gardes gagne autant que le médecin qui travaille tout le mois, bah, ça ne va pas et ça participe du climat, de la perte de sens, de la perte d'engagement, parce que finalement, où on trouve le sens et l'engagement quand on voit des mercenaires arriver. Donc on a fait une loi, on a pris une mesure législative sur l'intérim. Il faut maintenant l'appliquer, et je crois que ça c'est un impératif des prochains mois. Peut-être qu'on peut se laisser le temps de l'été pour justement, les plannings sont déjà faits, mais après le mettre en œuvre. Et puis effectivement, prendre en compte à la fois les enjeux de démographie, les enjeux de pathologie des populations et regarder aussi les autorisations. On avait, dans le cadre du pacte de refondation des urgences, parlé des antennes de médecine d'urgence. C'est quelque chose qui pourrait répondre à la problématique de ces services d'urgence qu'on n'arrive plus à maintenir ouverts 24 heures sur 24 et qui permettrait d'avoir une offre de soins continue, lisible, toujours la même. Parce qu'en fait, les gens... Oui, on s'habitue à dire que le service il est fermé 1 jour sur 3, 1 jour sur 4. Mais ça participe aussi du fait qu'on y va de moins en moins. Parce qu'en fait, on ne sait pas s'il va être ouvert ou s'il va être fermé. Et donc on a un besoin de lisibilité, d'offres pérennes, ce qui permettra aussi de maintenir les équipes et de maintenir la qualité sur les sites. Et puis on a aussi des enjeux de financement. Je ne sais pas si ça passera par un PLFSS rectificatif, parce qu'on pourra toujours le faire dans la version de l'automne. Mais c'est effectivement un enjeu on a déjà eu l'occasion d'en discuter et on continuera, je l'espère. Enfin, me concernant, j'ai quand même une petite échéance électorale à passer en juin. Et puis évidemment, on voulait aussi, puisqu'on réfléchit de manière un petit peu générale, politique, au sens noble du terme, sur un nouveau mandat, nouvelle politique, ce que les Français voient, hein, c'est qu'il y a quand même parfois une difficulté d'accès aux soins dans leur... territoire, d'ailleurs rural, mais aussi parfois dans les grandes villes, manque de médecins, parfois difficulté d'avoir une réponse à une demande médicale. Et ça nécessite sans doute une redéfinition du rôle des acteurs, l'hôpital, les cliniques, la ville, les soignants, l'interprofessionnalité. Comment vous voyez les choses? Quelques repères? Une redéfinition, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut commencer par simplement se dire que chacun a une partie à faire et que chacun doit faire sa partie. On a depuis quelques années des difficultés croissantes sur la permanence de soins ambulatoires. C'est un sujet que le président a d'ailleurs porté dans la campagne pour justement discuter avec les parties prenantes pour qu'il y ait une participation plus importante des médecins généralistes, notamment, mais pas que, à la permanence de soins ambulatoires. On peut aussi se poser la question de la permanence de soins au sein des établissements qui parfois pose problème. Et puis, il y a les moyens mis en œuvre sur la médecine de ville pour s'assurer que les patients puissent y prendre en charge, puissent y être pris en charge. La difficulté, en fait, le sujet, c'est le soin non programmé. C'est ce que j'ai beaucoup travaillé en début de mandat. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à mettre réellement en place sur l'ensemble du territoire le SAS, le service d'accès aux soins, qu'on arrive, avec le déploiement notamment des communautés professionnelles territoriales de santé, à déployer des créneaux de prise en charge de soins non programmés pour les gens sur un territoire, trouver des solutions sur les territoires pour y répondre. Alors oui, ça passe, c'est dans un temps où on a moins de médecins généralistes qu'avant, où l'activité est différente, et il faut aussi savoir s'appuyer sur les autres professionnels de santé, que sont les pharmaciens, les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, pour donner des réponses. Alors quand on a appris que je recevais Thomas Mesnier avec vous, Lamine Garbi, on m'a dit, très 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 bien, même à Angoulême, une patiente de 95 ans ne trouve plus de médecin généraliste. C'est vrai, Angoulême, centre du monde?
de la BD et du monde. Centre du monde de la bande dessinée, assurément, et très belle ville que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Vous voyez. Non, en Charente comme ailleurs, on a les difficultés d'accès aux soins et on a aujourd'hui 15% des Charentais qui n'ont plus de médecin traitant. Mais France entière, c'est à peine moins. C'est une véritable difficulté qui va malheureusement aller croissante avec les effets du numerus clausus tant qu'on ne verra pas les promotions augmenter après qu'on les supprime. Vous les avez augmentés, les numerus clausus? On est passé de 8 000 à 10 900 étudiants en deuxième année de médecine après la loi de 2019. Il faut maintenant laisser le temps à ces jeunes de sortir des facultés pour aller exercer et puis s'assurer qu'ils se répartissent de façon homogène sur le territoire. Et ça fait aussi partie des enjeux de la grande consultation pour discuter avec les médecins, avec les jeunes, de comment on arrive à aussi assurer une meilleure répartition sur le territoire des praticiens. Peut-être donner également plus de responsabilité à certains professionnels, notamment d'ailleurs les pharmaciens. On nous a dit ça ce matin dans un des débats, c'est une proposition intéressante, enfin c'est ancien, mais en tout cas, les infirmiers de pratique avancée par exemple, comment fait-on pour ne pas rater une politique comme celle-ci? Si l'idée est bonne, parfois c'est la mise en œuvre qui se passe mal, nous dit-on. Les infirmiers de pratique, on nous fait régulièrement cette critique, mais qui a pris les premiers textes sur les infirmiers de pratique avancée? Agnès Buzyn, première ministre de la Santé d'Emmanuel Macron. Ensuite, il faut que les professionnels se forment, ils sont en train de le faire, des IPA sur le terrain. On commence à en voir un peu partout, mais c'est quand même assez récent. Donc il faut voir comment tout ça se met en œuvre, tout comme la plupart des mesures qu'on a mises en œuvre avec Ma Santé 2022, avec la loi Santé de 2019, se met en œuvre en dehors de la période Covid, ce qui est la pandémie est quand même venue véritablement percuter tout ça. Et donc on a encore un certain nombre de mesures, et que d'ailleurs le président a porté à nouveau pendant la campagne, sur le pharmacien correspondant, sur l'infirmier référent. Et c'est avec ces professionnels-là qu'on va aussi aller gagner du temps médical. C'est quelque chose dont je parle assez régulièrement, mais qui pour moi est très parlant. En 2017 versus en 2022, un médecin généraliste, il avait 850, peut-être 950 patients. Le même médecin généraliste, quand il met en œuvre toutes les mesures qu'on a lancées depuis 5 ans, le nouveau métier d'assistant médical, le partage de compétences, les IPA, le travail coordonné, les agendas et tous les outils numériques, on a des médecins généralistes qui arrivent à avoir 2000 patients en patientèle. Et donc, on voit bien que si tout le monde met ça en œuvre, on ne va pas régler tous les problèmes, je n'ai pas la prétention de dire ça, mais enfin, on aura fait une partie du chemin. Vous n'avez rien contre, Lamine Garbi, une implication des pharmaciens supplémentaires? Non, pendant la crise Covid, la vaccination et le dépistage, on a été en première ligne. J'ai une question pour Thomas. On a une nouvelle première ministre, on a un directeur de cabinet qui nous rassure, parce qu'il connaît bien la santé et qui a fait preuve d'ouverture quand il était directeur général de la RS Île-de-France. Thomas, si vous étiez nommé ministre de la Santé, quelle serait votre première mesure? D'abord, moi je suis candidat aux élections législatives en Charente, sur la première circonscription. On n'est pas candidat à être ministre, on est nommé. Et on n'est pas candidat, effectivement. Non, mais je ne vais pas répondre personnellement, je vais répondre sur ce qui a été porté par le président dans la campagne. Et je crois qu'il y aura tout le grand chantier de la santé à porter. Et puis de répondre aux urgences notamment des services d'urgence, mais de l'accès aux soins qui vont être... dont on voit bien qu'elles font déjà l'actualité et dont on voit bien qu'elles vont nous rattraper avant même l'été. Et peut-être des sujets un peu ponctuels, mais importants, la psychiatrie. C'est pas du tout ponctuel, la psychiatrie. Oui, non, c'est pas le bon terme. C'est chronique. C'est celui qui me venait, mais enfin... C'est une pathologie chronique. C'est une pathologie chronique et ancienne, pour le coup, de notre système de santé, que, d'ailleurs, pour une partie, j'ai pu découvrir, alors que même que j'ai été étudiant en médecine, c'est en 2017 que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément un enseignant de pédopsychiatrie dans chaque faculté en France, ce qui peut paraître surprenant. Et donc oui, on a les enjeux de santé mentale sur lesquels on a avancé avec les assises de la santé mentale à l'automne 2021, sur lequel on a un chantier titanesque pour rattraper le retard. Et donc ça fait partie des nombreux sujets que le prochain quinquennat devra traiter pour projeter notre système de santé sur plusieurs décennies. J'ai 2 questions à vous poser, peut-être que Lamine Garbi en a d'autres, mais
notamment sur comment peut-on s'assurer, puisque nous réfléchissons sur le long terme, enfin 5 ans n'est pas un long terme, mais sur tout un mandat, qu'on ne ratera pas cette fois la prévention, notamment pour des crises épidémiques comme nous les avons eues, ou alors un accident, une crise, visiblement on en a à chaque fois, soit des crises graves qui peuvent être de différents types, nucléaires, etc. Enfin, bon. Sur un certain nombre de crises potentielles, on a des plans pour justement savoir y répondre. On va aussi pouvoir s'appuyer sur le retour d'expérience de cette pandémie. Je pense qu'il y a un certain nombre de publications qui sont déjà sorties, qui vont continuer à sortir, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Je pense que ça fera partie aussi des enjeux de la grande concertation, des assises, on appelle ça comme on veut, mais aussi avec les élus locaux pour construire avec eux des plans territoriaux, parce qu'on a fait des choses qu'on n'avait jamais fait avant, sur les vaccinodromes, sur les salles, les grands centres de tests, etc. Et donc, on pourra, par exemple, avoir des plans territoriaux pour savoir si ça devait se passer à nouveau, où est-ce qu'on installe le centre de test, où est-ce qu'on installe le centre de vaccination, et voir avec les élus locaux comment aussi, ça va être un des enjeux assez forts, parce qu'on voit bien que toutes les collectivités, tous les élus s'emparent du sujet de la santé. Et c'est normal, parce que c'est la priorité numéro 1. Les gens, moi, c'est ce qu'ils me disent le plus dans ma permanence ou dans la rue en ville. Et donc, chacun veut s'emparer du sujet. Et donc, il y a aussi une réflexion à avoir sur comment on embarque les élus, les collectivités des différents niveaux dans la santé, qui doit rester une politique nationale. Alors ça, je vais vous réinterroger, ce sera peut-être la dernière partie de notre entretien. Vous participez à des rétextes de crise, retour d'expérience, etc., vous ? Bien sûr, d'une part, ça fait partie de nos contrats d'objectifs et de moyens, ça fait partie de la certification. Donc oui, bon, maintenant, avec 5 vagues Covid, on est rodé sur toutes ces crises. Par contre, moi, j'aimerais aborder un sujet avec vous, Thomas, sur le service public hospitalier, qui est mal né. C'est-à-dire qu'il a été dévolu uniquement aux hospitaliers publics, où on a été exclu en raison des dépassements d'honoraires notamment. J'aimerais que ce service public hospitalier se transforme en service public en santé, et que l'on puisse prendre toute notre part sur la prévention, les missions de service public, et en acceptant les contraintes. C'est-à-dire que, je crois que c'est vous qui l'avez dit, Pascal, il arrive que notre permanence des soins chez nous ne soit pas toujours optimale, et je le reconnais aisément, parce que si on veut accepter des missions de service public en faisant fi des obligations, on n'est pas crédible. Donc moi, je veux prendre les obligations et aussi la reconnaissance. On s'est transformé en clinique hôpitaux à mission, le syndicat. On va le décliner, bien sûr, dans nos établissements. Pour ceux qui pourront le faire, ça va prendre du temps parce que c'est lourd. Mais voilà, j'aimerais que le service public hospitalier devienne service public en santé, que l'on soit ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à reprendre nos travers et à retourner chacun à défendre nos paroisses. Et on a vécu, dans la crise, un beau moment d'union et j'aimerais que ça perdure. Mais oui, il faut s'appuyer sur justement ce qu'on a vécu dans la crise, où les cliniques ont pris largement leur part dans ma région, mais comme partout, dans la gestion du Covid, et pas que du Covid d'ailleurs, dans tout le temps de ces 2 ans de pandémie. Donc oui, il y a quelque chose à inventer, à préserver en fait, et à continuer de travailler ensemble. Est-ce que ça doit s'appeler service public en santé ? Je ne sais pas, parce qu'on embarque aussi toutes les questions de la médecine de ville et de comment on l'organise. Ce sera à mettre au grand chantier. Et est-ce qu'il ne conviendrait pas, ce sera pour ma part ma dernière question, si Lamine Garbi n'en a pas d'autres, est-ce qu'il ne conviendrait pas de repenser l'organisation de l'État entre le centre et la périphérie, donner plus de pouvoir aux régions ? Vous avez dit que les élus étaient importants. Est-ce qu'il ne conviendrait pas, sur le long terme, de décentraliser, de décorseter un peu notre pays en matière de santé ? En matière de santé, moi, pour ma part, je suis convaincu que la santé doit rester une politique nationale, au même titre que l'intérieur, la sécurité. En revanche, probablement qu'on peut davantage donner des moyens aux ARS, notamment dans leurs échelons départementaux, où on voit bien que c'est là que se fait la maille du quotidien et où on travaille avec les professionnels. Et puis, il faut réussir, peut-être en réfléchissant au modèle de l'éducation nationale, qui laisse la place aux collectivités selon que ce soit l'école primaire, le collège, le lycée. Enfin, trouver une maille de comment on discute, de comment on embarque, de comment on travaille avec les élus. Parce que chacun a à sa place des choses à faire pour enrichir la politique de santé. Mais la santé doit rester vraiment un sujet national. Je vois bien sur
comment ça se passe sur le médico-social, sur les EHPAD notamment, où il y a beaucoup de choses confiées au département. Parfois, c'est très bien. Je crois que pour la santé, ça doit rester quelque chose de national. Tout à fait d'accord. Et puis, il faut un seul patron. Mais les médico-sociaux, il y a 2 patrons, c'est l'ARS et le département. Pour les autorisations, pour les contrôles, on l'a vu, c'est aussi une double tutelle et c'est infernal. Non, peut-être, pour conclure, si vous voulez bien, Pascal, dire que le Covid semble aujourd'hui derrière nous. Dans mon groupe, on est monté jusqu'à 350 patients Covid. Aujourd'hui, j'ai eu les chiffres ce matin, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il fait beau, on reprend une vie normale, on n'est plus masqué. Et je pense que le monde hospitalier, il faut le laisser souffler. Et qu'il reprenne sa mission première, qui est le soin, la prévention. Et qu'on arrête, je dirais, de le stigmatiser, qu'on arrête de lui demander. Parce qu'on sort moralement épuisé, même si le Covid, ça a été que 4% des patients. Pas plus, globalement. Donc on a quand même soigné 96% de patients hors Covid, mais je pense qu'il faut un peu qu'on nous foute la paix, qu'on nous fasse confiance et qu'on continue bien sûr à traiter, nous, au niveau national, les sujets tarifaires, réglementation, mais que sur le terrain, on dise voilà, vous avez fait du bon boulot, maintenant on va reprendre notre vrai métier, le soin, et puis voilà, il fait beau, le printemps arrive, le printemps est là, l'été arrive, on va essayer de tenir jusqu'à l'automne, mais on va le faire avec le sourire et la bonne humeur, parce que sinon ça devient compliqué. Thomas Mesnier, on va terminer cette journée, cette première journée de Sant'Expo 2022 avec vous. On était très heureux. On vous souhaite bonne chance. Merci. Pour toutes les étapes que vous La chance, ça se provoque. que vous allez devoir franchir. Il y a celle évidente et puis il y en a peut-être d'autres également. Enfin, on vous souhaite le meilleur. Demain, on se retrouve à la Mine Garby à 10h. Au même lieu, même place. Parfait. Et nous avons un programme très chargé également, mais toujours aussi enthousiasmant pour essayer de poncer ce que pourra être le système de santé de demain. Et peut-être que demain, on aura un nouveau ministre nommé. On ne sait pas. Ah tiens, dites-nous. Alors, je n'ai pas d'annonce à faire. Je n'ai pas d'annonce à faire, mais... Vous savez, Lamine, je vais vous dire quelque chose. Ce serait vraiment sympa que nous ayons eu sur notre plateau télé, avec toutes les personnalités que nous avons invitées, le ou la future ministre de la Santé. Ça aurait de la gueule. L'essentiel, c'est que le prochain ministre peut-être puisse venir vous voir d'ici la fin de Sant'Expo si le gouvernement est nommé, et puis surtout que vous puissiez bien discuter et travailler avec lui. Mais je ne doute pas que ce sera le cas, quel que soit le ministre. Merci beaucoup. Bon retour à toutes et à toutes.